Donc on se retrouve en face avant avec ce Denon A110. Alors déjà bon anniversaire à Denon pour ce 110e anniversaire. Donc merci aussi à Sound United de nous avoir prêté un des 4 appareils de cet anniversaire. Donc cet appareil est particulier, il est proposé au tarif de 5500 € environ. C'est une série limitée dans le temps. Donc il est fabriqué au Japon, à Shirakawa. Il a été designé par Takeji Suzuki. Donc il reprend essentiellement le châssis du 1500 et puis on verra après les améliorations qui ont été apportées. Il bénéficie d'une couleur particulière, c'est-à-dire un gris graphite, titane, gris souris, bon, dans ces tons. Donc une finition très classieuse. Quand on le prend en main, on se rend compte quand même que l'appareil est extrêmement rigide. Donc c'est un châssis triple couche auquel on a encore rajouté du cuivre pour améliorer la conductivité thermique, pour améliorer certainement les vibrations et pour le protéger encore plus l'appareil des rayonnements électromagnétiques. Alors du cuivre qu'on retrouve assez classiquement chez Marantz, qui est positionné un petit peu plus haut de gamme que Denon. Donc sur cet appareil, en face avant, on retrouve quoi? Qu'est-ce qu'on voit? J'ai déjà baissé, je suis allé vite, j'ai déjà baissé la face avant. On retrouve le logo 110e anniversaire, 2 boutons, un bouton de sélection de source. Alors c'est en aluminium. Ce sont des boutons vraiment qualitatifs. À la manipulation, on s'en rend compte. Le bouton de volume qui est également en aluminium, qui offre une certaine résistance. C'est pareil, gage de qualité en général. Donc à la mise sous tension, la LED, on s'aperçoit que la LED est blanche. On a le classique affichage de ligne avec les pictogrammes des enceintes. Cette fois-ci, il est de couleur blanc. Donc on va dévoiler la façade. Donc toujours une façade massive en aluminium qui découvre certaines fonctionnalités de l'appareil. Donc on a ici une HDMI in, une entrée HDMI, une prise USB qui pouvait alimenter un appareil jusqu'à 1 ampère en courant continu 5 volts. On a un retour sur les zones, toute cette partie-là, le status. Voilà, donc ici on n'a rien de branché, c'est juste pour la démo. Les 4 fonctions, info, option, back, setup qu'on retrouve sur la télécommande. Le pavé, les flèches au bas et la validation au milieu, donc cerclé de blanc avec une LED blanche, ça c'est une particularité également. La connectique pour brancher le microphone et la connectique pour brancher le casque en 635 avec une connectique elle n'est pas dorée, elle reprend le design un peu blanc, peut-être pour suivre avec les LED, avec un aspect acier. Donc voilà pour cette face avant. Il n'y a pas d'interrupteur, donc c'est un appareil qui va toujours rester donc en veille, mais il ne faut pas s'inquiéter, ça consomme quasiment rien en veille. Donc faisons un petit tour en dessous de l'appareil. On s'aperçoit immédiatement des 4 pieds en fonte avec un petit patin en feutrine. Contrairement à d'autres appareils, on n'a pas un 5e support. On peut voir ça chez Yamaha par exemple. Donc ici, on voit que c'est bien échancré, ce qui va permettre une bonne ventilation du boîtier avec la présence de 4 ventilateurs. Donc là, on voit au niveau, quand on voit le nombre de vis, on se rend compte, la conception, il n'y a pas de tôle qui vibre. On est face à un appareil qui est extrêmement rigide. Et ça va certainement avoir une influence sur la qualité audio. Et on le verra plus tard. Donc la face arrière reprend les fonctionnalités du 8500, à quelques exceptions près. On a toujours 15 borniers avec un traitement sur 13 canaux. Donc, ce qui permettra d'utiliser des enceintes en configuration Atmos ou des TSX par exemple, ou Euro 3D, de différents types de configurations. On dispose toujours des 2 antennes Bluetooth Wi-Fi. Toutes les connectiques, donc je ne vais pas toutes les passer en revue, c'est pas très intéressant. On a encore beaucoup de connectiques assez anciennes, du type YQV. Bon, c'est surtout pour les Américains, a priori, d'après ce qu'on a compris, qui ont encore des appareils qui fonctionnent comme ça. On peut, par exemple, une Wii avec une connectique un peu particulière pour avoir une qualité d'image un peu supérieure. Mais bon, là, on est quand même passé maintenant aux HDMI. Et donc, cet appareil est doté d'un nombre d'HDMI assez conséquent.
dont une entrée en 8K. Je pense qu'on peut dire 2.1 maintenant avec toutes les subtilités. Vous avez pu voir dans les podcasts, on en a parlé déjà plusieurs fois. On a 3 sorties HDMI dont 2 8K, on a un scaler 4K intégré. Voilà, avec toutes les fonctionnalités pour les gamers, hein. On verra ça surtout avec l'arrivée des nouvelles consoles. Donc comme je vous disais, une prise d'alimentation bipolaire, donc il n'y a pas de masse. La masse se fera à travers les appareils qui seront connectés. Cependant, on dispose d'une masse ici, d'un ground, qu'on pourra relier aux appareils si jamais on constatait un petit bruit de fond, ce qui est peu probable quand même. Donc les entrées numériques ici, une entrée RS232 qui permet de contrôler l'appareil. On a pléthore de connectiques sur cet appareil. Les remote control, les triggers pour des amplificateurs séparés. On n'a plus de tuner intégré sur cette gamme, hein, c'est normal, c'est la législation. Donc il faudra passer par les radios internet qui de toute façon sont de bien meilleure qualité. Donc des borniers, donc on a enlevé les tétons, comme vous le voyez, les tétons ont été enlevés. Ils y sont encore, hein, vous voyez, en partie ils n'ont pas été tous. Cet appareil n'a pas été testé avant sur toutes ces sorties. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez les tétons, vous les enlevez, vous pourrez mettre vos fiches bananes. Ou alors le câble d'alimentation, si en dévissant. On ne pourra pas mettre de fourche malheureusement, mais bon, c'est pas très courant pour ce type d'appareil home cinéma. Voilà. Burned me once or twice. I expect